podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Et aujourd'hui, on croise justement histoire et actualité. On va interroger la portée historique d'une récente décision de la Cour suprême des États-Unis sur le vote, et en particulier le vote des Noirs au sud du pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec un spécialiste de ces enjeux. Bonjour Nicolas Martin-Breteau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille en histoire et civilisation des États-Unis. Vous avez notamment travaillé sur le grand intellectuel W.E.B. Du Bois et sur plus largement les luttes afro-américaines, et on mettra en ligne des références. Et vous observez évidemment de près ce qui se passe dans le pays à l'ère Trump 2. Alors c'est pas toujours facile de faire cette veille parce que, comme plusieurs l'ont dit, cette administration Trump actuelle, c'est un Watergate par jour en termes de scandale ou de transgression des règles démocratiques, et c'est vertigineux. On en a parlé ici, c'était dans l'épisode 409 du podcast. Mais je pense qu'il faut parler de cette décision de la Cour suprême, tombée le 29 avril dernier, Louisiana versus Calais, qui constitue quand même un séisme politique et historique de grande ampleur, au-delà de l'effarement un peu quotidien des nouvelles qui arrivent d'outre-Atlantique. Là, il y a quelque chose qui se joue, qui me semble de grande ampleur. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une décision de très grande importance ? Alors effectivement, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Louisiana contre Calais est extrêmement importante parce qu'elle remet en cause en fait l'ensemble de la législation électorale en place aux États-Unis depuis le mouvement pour les droits civiques des années 1960. Cette affaire en fait a pour origine la question de savoir si la législature de Louisiane, en mettant en place les conditions pour la création d'un deuxième district électoral à majorité noire, est ou pas constitutionnelle. Et c'est sur ce sujet que les discussions ont lieu à la Cour suprême, et la décision de la majorité conservatrice de la Cour, dont plusieurs membres ont été nommés par Donald Trump, est de dire que la décision de la législature de Louisiane de créer ce district à majorité noire est inconstitutionnel. Et les raisons pour lesquelles la Cour affirme cela, c'est de dire que en réalité, il ne faut pas ou plus prendre en compte les questions raciales pour savoir si oui ou non le droit de vote des minorités, et en particulier de la minorité noire aux États-Unis, est respecté ou pas. Alors on va rappeler évidemment que c'est un enjeu qui se place donc à l'articulation, comme très souvent aux États-Unis, du fédéral, c'est-à-dire de l'échelle de tout le pays sur lequel tranche la Cour suprême, puisque c'est la Cour suprême des États-Unis, et donc c'est vers elle que remontent les affaires qui peuvent se jouer à l'échelle locale pour voir si tel ou tel élément est en conformité avec la Constitution fédérale, donc pour l'ensemble du pays. Et puis les décisions locales, puisque chaque État, chaque législature d'État peut dessiner ses propres cartes électorales, faire dans une certaine mesure ses propres règles sur est-ce qu'on vote par correspondance ou pas, etc. etc. Voilà, il y a toujours cette imbrication des deux. Et puis une Cour suprême, vous avez commencé à le dire, qui est une Cour suprême qui penche lourdement du côté républicain et du côté conservateur, puisqu'il y a 3 juges nommés par un président démocrate, les juges Sotomayor, Kagan et Brown Jackson, et puis 6 juges conservateurs, ce déséquilibre de 6-3, d'ailleurs, il reflète moins l'équilibre du pays qui est plutôt 50-50 depuis des décennies que des concours de circonstances qui ont fait pencher cette Cour suprême très à droite. Oui, absolument. Et ce qui est remarquable, c'est que cette décision dans Calais a pour logique des décisions qui ont attaqué récemment l'ensemble des législations nées du mouvement pour les droits civiques des années 50, 60, 70, notamment les législations en faveur de l'affirmative action, qu'on traduit de façon discutable par discrimination positive en français, disant que prendre en compte les questions raciales dans par exemple le découpage électoral, mais aussi l'embauche de personnes dans les entreprises ou encore le recrutement d'étudiants à l'université ne doit pas être pris en compte, car ce seraient des mesures inconstitutionnelles et de fait des mesures de discrimination raciale, sous-entendu à l'encontre des personnes blanches. Et c'est exactement ce qui se joue ici dans cette décision de la Cour suprême sur la question de la législation électorale. L'argument est de dire créer des districts à majorité minoritaire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des districts à majorité noire, serait inconstitutionnel car relèverait d'une forme de discrimination raciale à l'égard des Blancs. Ce qui est important de savoir, c'est que la législation électorale aux États-Unis, à la suite des années 1960, a bien mis en évidence le fait que le droit de vote des personnes noires n'était pas suffisant
pour leur garantir en fait l'accès à l'égalité électorale. Oui, Et ça c'est le point sur lequel on va revenir plus en détail pour comprendre d'où vient tout ce problème. Juste avant, peut-être disons les conséquences pratiques, parce que les décisions de la Cour suprême, elles peuvent parfois mettre du temps à se traduire dans la législation positive. Là, c'est pas le cas, ça a été immédiat. En fait, beaucoup d'États sudistes ont dégainé, avec des majorités républicaines, ont dégainé des cartes qui étaient dans les cartons, on comprend bien, qui étaient prévues tout de suite. Et en particulier, pour le Tennessee, c'est très intéressant, parce que le Tennessee, voilà, c'est un État dans lequel il y a Memphis, la plus grande ville à majorité noire aux États-Unis, 63% de population noire, une ville de plus de 600 000 habitants. Et la nouvelle carte qui est issue de cette décision de la Cour suprême, il n'y aura plus un seul district et plus un seul député noir américain aux prochaines élections. C'est ça. Le Tennessee est un exemple parmi beaucoup d'autres des conséquences de cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Le Tennessee s'est empressé effectivement de modifier sa carte électorale en supprimant ou en divisant l'actuel district à majorité noire centré sur la ville de Memphis tout à l'ouest de l'État en répartissant ce district dans 3 autres districts existants à majorité blanche. On dilue le vote noir dans des districts plus étendus. On met plein de blancs ruraux avec les noirs urbains de Memphis. Et comme ça, chaque voix des noirs urbains de Memphis, finalement, elle vote dans le vide puisque y a toujours une majorité blanche plus importante. Et donc, du coup, ça revient à éradiquer le vote, finalement, des Africains-Américains du Tennessee. Alors, vous qui regardez de près ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut dire des réactions que ça provoque, et en particulier dans tous les mouvements héritiers, justement, des luttes des années 1960 ? Alors évidemment, ça provoque énormément de réactions outragées, en fait, à raison, me semble-t-il, parce que pour le cas du Tennessee, par exemple, il est clair que si cette carte demeure en l'état, les personnes noires du Tennessee n'ont quasiment plus aucune chance, jamais, d'élire une personne noire au Congrès des États-Unis. Les 9 districts de l'État seront à majorité blanche et éliront systématiquement des personnes blanches au Congrès. Et on peut peut-être préciser aussi, c'est pas seulement noir versus blanc, c'est aussi des préférences politiques, parce que c'est au fond aussi, ils pourraient aussi élire des blancs favorables à leurs droits, mais voilà, ils n'ont plus cette possibilité non plus, ils sont en fait dilués dans une majorité hostile à leurs droits, c'est aussi ça, au-delà simplement de la couleur. Absolument. Je dis noir parce qu'aux États-Unis, effectivement, le vote partisan est très clairement divisé selon les lignes de fracture raciale du pays. C'est-à-dire que les Noirs américains votent très majoritairement, à plus de 85-90% pour les démocrates. Donc de fait, le vote noir aux États-Unis est un vote très majoritairement démocrate, et c'est d'ailleurs un argument utilisé par les républicains pour dire que quand ils redessinent leurs cartes électorales, ils ne visent absolument pas à diluer le vote noir, mais s'attaquent en fait simplement au vote démocrate, ce qui, d'après la Cour suprême, pourrait tout à fait être recevable d'un point de vue constitutionnel. Voilà, parce qu'il y a un discours qui consiste à dire finalement, c'est pas un problème racial. D'ailleurs, le problème racial n'existe plus. C'est juste une question de lutte politique. Et dans le cas des luttes politiques, nos adversaires sont démocrates. Il se trouve qu'ils sont noirs, pas de chance pour eux. Mais c'est pas un enjeu racial. C'est un discours évidemment très hypocrite, mais on comprend comment il fonctionne. Alors, il faut aussi mettre ça dans un contexte qui est très lourd, qui est un contexte plus général de cette administration Trump 2. Ça avait été engagé sous Trump 1, mais là, ça s'est radicalisé à outrance, qui est un contexte d'attaque plus large contre l'héritage des droits civiques et contre tous les éléments à la fois pratiques et symboliques qui garantissaient des droits et qui garantissaient une forme de reconnaissance. Je pense en particulier aux plaques et aux monuments liés à l'esclavage, à la présence de l'esclavage dans les expositions, les programmes scolaires, etc. On voit qu'il y a une attaque systématique sur tous ces enjeux. Absolument. En fait, les questions raciales sont de fait au cœur de cette forme de contre-révolution raciale, voire contre-révolution raciste, qui est à l'origine de la première présidence, puis de la deuxième présidence Trump. Une volonté explicitement affiché de revenir sur un certain nombre d'avancées démocratiques liées aux questions raciales depuis 50 ou 60 ans. Et ça se joue notamment sur la question électorale, mais comme vous le dites également sur la question en fait de l'éducation et du rapport à l'histoire du pays, avec un effacement assez systématique des références à tout ce qui pourrait être considéré comme une critique implicite ou explicite de l'histoire des États-Unis, et en particulier avec
pour conséquence de gommer la présence de l'esclavage, de l'inégalité raciale, etc., dans les programmes d'histoire à la fois à l'école ou à l'université, dans les musées nationaux, etc., etc. Donc on a effectivement des politiques qui sont extrêmement puissantes de ce fait sur ces questions qui sont, à mon avis, des politiques contre-révolutionnaires. Oui, on peut citer par exemple en janvier 2026 l'effacement d'un monument à un esclave de George Washington qui se trouvait à Philadelphie et qui a été supprimé, mais ça fait partie en fait de dizaines d'éléments, sans parler de purge dans l'armée, d'officiers noirs, qui semble être une des logiques évidemment pas tout à fait dite comme telle, mais bon, on sent quand même que c'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu très important qui est soutenu par la base du Parti républicain. Il faut rappeler peut-être que le Parti républicain est un parti dont les membres sont quasiment exclusivement blancs et dont les électeurs et les électrices sont quasiment exclusivement blancs également. C'est-à-dire que en 2016, Donald Trump est élu à la présidence de la République américaine avec un vote qui est à 90% environ blanc. C'est un peu moins le cas lors de sa deuxième élection en 2024, puisque une bonne part de l'électorat latino s'est porté sur sa candidature, mais ça reste un vote à 80% blanc. Concrètement, ça veut dire que Donald Trump représente au sommet de l'État américain les intérêts d'une large partie de la population blanche qui demeure depuis des siècles opposée à l'égalité raciale. Alors justement, cette égalité raciale, pour voir à quel point les choses se sont dégradées, il faut vraiment envisager quelque chose qui a connu une avancée et aujourd'hui une régression. Il faut partir de ces avancées parce que, évidemment, les Noirs n'ont pas toujours été des citoyens. Et au Sud, les Noirs ont été esclaves jusqu'en 1865, 63-65. Le point de départ, sans doute, ce sont les décisions au lendemain de la guerre civile, lorsque, à l'époque, le Parti républicain, ce qui est évidemment l'ironie de l'histoire, il a bien changé, mais à l'époque, le Parti républicain, c'est le parti qui a mis un terme à l'esclavage et qui est conscient que mettre un terme à l'esclavage ne suffit pas. Il faut faire de ces anciens esclaves des citoyens, des électeurs. Et donc, avec beaucoup de péripéties, on ne peut pas rentrer peut-être dans tous les détails, mais il y a des amendements très importants, le 14e et le 15e amendement de la Constitution, qui sont pris dans les années qui suivent la guerre civile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se joue à ce moment-là ? Oui, absolument. Donc la guerre de sécession qui se termine en 1865 a pour conséquence majeure l'abolition de l'esclavage, la même année, à la fin de l'année 1865. Et le 13e amendement qui abolit l'esclavage aurait dû, en théorie, de façon mécanique, intégrer les Africains-Américains à l'intérieur du corps politique. Faire des Africains-Américains des citoyens de plein droit. Voilà, ce qu'ils étaient parfois dans certains États du Nord, mais ce n'était pas du tout vrai sur tout le territoire, et encore moins dans les États du Sud vaincus. Absolument. Certains États de Nouvelle-Angleterre autorisaient le vote de certains hommes noirs libres, et même leur élection parfois, mais ça restait quelque chose qui, à l'échelle du pays, était très minoritaire. Le fait est qu'en 1866, 67 et dans les années suivantes, la contre-révolution ou la réaction raciste à l'égard de l'abolition de l'esclavage mène par exemple en 1866 à la création du Ku Klux Klan et au fait que les hommes noirs, malgré le fait qu'ils sont en théorie citoyens du pays, n'ont pas accès au vote dans les faits. Et c'est la raison pour laquelle le Congrès des États-Unis, qui est dominé par les républicains, le parti d'Abraham Lincoln, qui a été d'ailleurs assassiné en 1865, précisément parce qu'il défend l'idée selon laquelle les Noirs américains doivent désormais faire partie du corps civique de la nation. Eh bien, le Parti républicain majoritaire au Congrès passe le 14e amendement, qui est un des amendements les plus importants de l'histoire américaine, en 1868, qui définit pour la première fois de façon extrêmement claire la citoyenneté américaine. Sur quoi repose la citoyenneté américaine ? Pour le dire vite, sur le droit du sol. Donc, les Africains-Américains, dans leur quasi-totalité, sont de fait tous théoriquement des citoyens américains, puisque quasiment tous sont nés sur le sol américain. Et pourtant, cet amendement ne permet pas, là encore, l'inclusion des Africains américains dans le corps civique, notamment leur participation électorale. Ils sont menacés, ils sont tués
très souvent pour les réunions politiques qu'ils organisent, pour les partis politiques qu'ils mettent sur pied, ou même pour le simple fait d'aller voter. Et c'est la raison pour laquelle, 2 ans plus tard, en 1870, le Congrès des États-Unis passe un autre amendement, le 3e amendement de la reconstruction, donc le 15e amendement, qui a pour objectif de garantir le droit de vote aux Noirs des États-Unis. Alors avant de voir comment ces amendements vont être progressivement vidés de leur sens par la réaffirmation d'un suprémacisme blanc, ça c'est les décennies qui suivent, il faut peut-être souligner qu'on est dans une période très importante et en partie méconnue en France de l'histoire du pays, qu'on appelle la reconstruction, traditionnellement 1865-1877, une période extraordinairement importante parce que c'est une période où finalement on prolonge la guerre civile, la victoire militaire ne suffit pas, il faut aussi une victoire politique et sociale, c'est-à-dire il faut aussi imposer les conditions que le Sud admette sa défaite et qu'on démantèle la domination, le suprémacisme, l'inégalité, le racisme structurel, avec un Congrès qui est très décidé à le faire. Un président successeur de Lincoln au départ qui est tout à fait hostile, puis Grant, c'est plus compliqué. Bon, là encore, il y a beaucoup de détails sur lesquels on ne peut pas entrer, mais il faut bien dire qu'il y a une séquence très spécifique dans laquelle il y a un véritable effort. On est conscient que là, on ne peut pas se contenter de laisser faire finalement l'électorat ou l'évolution de la société. Il faut être actif. Il faut être actif si on veut imposer l'égalité. Absolument. La période dite de reconstruction qui débute alors traditionnellement en 1865 et se termine à la fin des années 1870, mais dont certains historiens, certaines historiennes considèrent que la durée doit être élargie, par exemple à l'élection de Lincoln en 1860 jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, pourquoi pas. Cette période a pour but comme son nom l'indique, de reconstruire le pays, et en particulier le Sud, faire du Sud une région des États-Unis libérée de l'esclavage, c'est-à-dire reconstruire un nouveau Sud qui soit désormais une partie du pays qui respecte en fait les valeurs de la Constitution américaine. Et effectivement, dans les années qui suivent la guerre de sécession, le Congrès des États-Unis est très largement dominé par les républicains, donc par les partisans de Lincoln, les partisans de l'abolition de l'esclavage et de l'égalité raciale dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle ces amendements à la Constitution sont passés avec pour objectif de créer une véritable démocratie multiraciale, quelque chose de tout à fait extraordinaire, non pas seulement aux États-Unis, mais même dans le monde atlantique, puisque en quelques mois, en quelques années, on a la création d'un nouveau pays, en fait, qui passe très rapidement d'un pays structuré autour de l'esclavage racial à un pays qui se veut être une démocratie multiraciale. Avec des effets très concrets qui sont l'élection de premiers sénateurs et députés afro-américains. Hiram Revell, c'est le premier sénateur africain-américain. Et en fait, aussi bien dans les législatures des États que à Washington, au Congrès, on voit apparaître une génération entière d'élus qui incarnent cette apparente réussite démocratique. Absolument. C'est très intéressant de le noter. C'est-à-dire dans ces premières années suivant l'abolition de l'esclavage, les personnes noires se mobilisent en masse politiquement pour créer leur parti, pour organiser leurs conventions et pour faire élire les leurs. Et les États avec une population majoritairement noire ou avec une population noire très importante, je pense notamment à la Caroline du Sud qui a une population majoritairement noire, il y a à peu près 6 personnes sur 10 en Caroline du Sud qui est noire, ces États élisent en grand nombre des personnes noires à tous les postes politiques, de l'échelon le plus local de la ville jusqu'à l'échelon fédéral du Congrès des États-Unis. Donc c'est vrai pour la Caroline du Sud, c'est vrai aussi pour le Mississippi qui envoie parmi les premiers représentants noirs au Congrès des États-Unis. C'est vrai de la Louisiane, c'est vrai de l'Alabama, etc. Et on a là en fait une révolution politique tout à fait extraordinaire puisque dans le regard de la plupart des Blancs de ces régions, on a les anciens esclaves par définition ignorants, par définition inférieurs, par définition situés aux marges de l'humanité, qui vont prendre le pouvoir, dominer les Blancs et imposer leur pouvoir à l'ensemble de la société autrefois dominée par les planteurs. Oui, et du coup, c'est d'autant plus frappant de le souligner que ça montre l'ampleur de la régression actuelle, puisque
plus de 150 ans après, on est en train d'effacer ce qui était un acquis qui commençait à s'enraciner. Alors ceci dit, évidemment, il ne s'est pas complètement enraciné cet acquis parce que ça a été insupportable, comme vous l'avez dit, pour l'ancienne couche dominante blanche du Sud. Et c'était insupportable et du coup, ils vont lutter sur deux fronts, on pourrait dire. Alors, il y a le front social et violent, voilà, on va y revenir, je pense. Je pense que c'est important aussi de noter qu'il y a une lutte très réussie sur le plan culturel qui consiste à dire que la reconstruction, d'abord, c'est une imposition horrible des nordistes qui viennent piller le malheureux Sud, la position victimaire du Sud. Ensuite, à idéaliser évidemment l'esclavage d'avant-guerre. Et donc ça, le sommet de cette idéalisation, c'est probablement Gone with the Wind, voilà, le roman puis le film qui montre voilà, des relations harmonieuses entre maîtres et serviteurs dans le Sud, etc. Et puis, c'est toute une série d'efforts de réconciliation. En gros, on va dire les anciens vétérans vont dire cette guerre c'était vraiment une chose terrible, mais pourquoi on ne pourrait pas tous se comprendre maintenant et on va se réconcilier, en fait se réconcilier sur les esclaves. Ça a été bien montré notamment je pense par David Blight qui a fait de grands livres là-dessus. Est-ce qu'on peut dire un mot voilà, de ce volet culturel? Parce qu'on pourrait dire que le Sud a perdu militairement la guerre, mais il a culturellement gagné la paix. Absolument, c'est une formule qui est tout à fait pertinente. Le Sud perd la guerre, mais parvient à remporter la paix, notamment grâce à une bataille culturelle, une véritable guerre culturelle même, qui est menée dans les décennies qui suivent la défaite du Sud en 1865. On connaît cette bataille culturelle sous le nom générique de la cause perdue, c'est-à-dire cette glorification en fait de cette noble cause qui a été défendue par le Sud pendant la guerre de sécession. Le Sud a certes perdu la guerre, mais sa cause était noble. Et l'idée de cette cause perdue, de ce discours, de cette rhétorique autour de la cause perdue, et comme vous l'avez dit, de montrer que le Sud esclavagiste, donc le Sud d'avant la guerre de sécession, était structuré par des relations raciales tout à fait bienveillantes entre maîtres et esclaves qui acceptaient volontiers leur position dominée, en échange de quoi ils recevraient une forme de civilisation de la part de leur maître. Et puis mieux traités que les ouvriers du Nord, avec tout un discours sur le Nord industriel ou l'atomisation sociale, alors qu'au contraire, le Sud, c'est des liens familiaux en quelque sorte. C'est ça. Et la glorification d'une société agraire qui serait donc éloignée par définition des vices que l'on trouverait dans la ville, comme la pauvreté, l'alcoolisme, etc. Donc tout un discours que l'on retrouve d'ailleurs ailleurs qu'aux États-Unis à la même époque, mais qui aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, prend une dimension tout à fait particulière et qui s'incarne dans l'espace public, par exemple, dans les statues qui sont érigées à la gloire des anciens généraux sudistes, à la gloire des soldats de la Confédération, des noms d'écoles qui sont donnés à la gloire du général Lee, qui dirige les armées du Sud, etc. Et même des forts militaires qui reçoivent le nom de traîtres à l'Union. Et pourtant, Fort Bragg, par exemple, devient un lieu où on honore d'anciens militaires confédérés. Absolument. Et donc ça, c'est intéressant, notamment parce que cette histoire autour des statues, notamment, pas simplement des statues, mais autour des statues en particulier, a évidemment des résonances encore aujourd'hui. Les années 2010 et encore 2020, mais en particulier 2010, autour du mouvement Black Lives Matter, ont été en partie structurés autour de la question de savoir si ces statues devaient ou pas rester dans l'espace public, étant entendu que pour une large part, si ce n'est une large majorité de la population américaine aujourd'hui, ces statues sont des symboles du racisme et de la rébellion des pro-esclavagistes contre la démocratie américaine. Oui, il faut noter que, évidemment, dans le contexte qui a suivi cette décision de la Cour suprême dont on vient de parler, fin avril, très vite, des législateurs de Louisiane ont annoncé qu'ils allaient réintroduire les statuts qui avaient été enlevés en particulier au moment de la grande vague de contestation de 2020, et que voilà, ça allait revenir. Donc on comprend bien qu'il y a une cohérence, ça dépasse la seule question du vote, c'est finalement, avec cette décision de la Cour suprême, c'est la pièce finale, en quelque sorte, d'une victoire qui parachève des décennies, voire siècles de lutte culturelle et politique. Absolument. Cette décision de la Cour suprême a pour conséquence prévisible, si jamais elle était maintenue en l'état, au moins sur le court terme, eh bien, de mettre en péril tout pouvoir électoral de la minorité noire aux États-Unis. Mais elle peut aussi mettre en péril
tout vote minoritaire aux États-Unis, et pas simplement le vote noir, et en plus pourrait éventuellement être appliqué à d'autres domaines de la vie sociale et publique, autres que l'enjeu électoral. C'est-à-dire qu'il n'empêche, rien n'empêche la Cour suprême, éventuellement, d'utiliser les arguments déployés dans Calais pour les employer dans d'autres domaines comme l'accès à l'emploi, l'accès à l'université, etc., en essayant de montrer que l'argument de la colorblindness de la décision, le fait qu'il ne faut pas prendre en compte la couleur de la peau des personnes, c'est-à-dire la race, c'est-à-dire l'identification raciale des personnes dans les politiques publiques, c'est quelque chose qui peut tout à fait être employé ailleurs et qui d'ailleurs l'a déjà été en ce qui concerne le démantèlement des législations d'affirmative action ces dernières décennies. Alors on va revenir à nos années 1870 dans lesquelles on pouvait penser qu'il y avait cette vague d'élus noirs, ces efforts et ces amendements qui visaient à instituer l'égalité raciale et démocratique. On a dit que ça commence à être démantelé pour des raisons culturelles parce que du côté du Sud, on va mettre en avant cette cause perdue et on va convaincre finalement une part de l'électorat blanc du Nord que lutter pour les droits des Noirs, on l'a fait beaucoup et peut-être que c'est plus autant prioritaire. Mais il faut évidemment pas perdre de vue la dimension plus pratique et violente qui est que c'est aussi par la terreur que ces droits démocratiques vont être progressivement érodés dans les législatures du Sud et dans les conditions électorales du Sud. Ça ne va pas durer très longtemps, cette phase où on peut se présenter, être élu et occuper des positions de pouvoir pour des Noirs issus de l'esclavage. Ça dure une décennie à peine, parce qu'il y a des logiques violentes qui l'empêchent. Oui, absolument. Les suprémacistes blancs dans le Sud n'acceptent jamais l'idée selon laquelle des personnes noires puissent être leurs égaux en droit, n'acceptent jamais l'idée qu'ils puissent être gouvernés, peut-être par une personne noire, que ce soit au niveau local ou au niveau de l'État ou même au niveau national, et engage une contre-révolution raciste fondée sur le terrorisme racial. Il n'y a pas d'autre mot que cela. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que le Ku Klux Klan, par exemple, parmi bien d'autres ligues blanches paramilitaires de l'époque, est fondé moins d'un an après le passage du 13e amendement qui abolit l'esclavage en 1865. Et donc on a une forme de violence extrêmement virulente qui se déploie partout dans le Sud à partir des années 1865-66, avec non seulement des violences de masse, c'est-à-dire des émeutes raciales au cours desquelles des personnes blanches entrent dans des quartiers noirs pour mettre le feu, piller, violer, assassiner des personnes noires, donc pour les terroriser littéralement et souvent les faire fuir de la ville. Ou alors des types de violences plus spécifiques qui visent des individus, les individus les plus menaçants pour l'ordre racial dominant, c'est-à-dire les personnes qui, par exemple, organisent un syndicat, les personnes qui organisent des réunions politiques, ou même simplement la personne qui souhaite se rendre sur le lieu du vote. Ces personnes sont souvent victimes de tabassage en règle, voire de lynchage. Des assassinats sont monnaie courante dans le Sud à l'époque. On a, à la fin du 19e siècle, entre 100, 150, 160 personnes noires lynchées chaque année. Donc on a une personne tous les 2 ou 3 jours qui est lynchée dans le Sud, notamment pour des raisons d'accès au droit de vote, c'est-à-dire d'expression simplement, de la citoyenneté et de l'égal accès aux droits de ces personnes. Et alors là, on approche d'un paradoxe qui est vraiment au cœur de tout l'arrière-plan de la décision Louisiana versus Calais, c'est-à-dire la question de l'accès au vote, puisque, on l'a dit, l'accès au vote et à la citoyenneté a été codifié par des amendements constitutionnels. Ça veut dire qu'en théorie, c'est inattaquable, c'est la loi suprême du pays. Donc, face à ça, si on ne veut pas que les Afro-Américains votent, on peut évidemment les dissuader par la terreur, mais il faut essayer quand même de consolider les choses. Donc, dans les États du Sud, se mettent en place des lois qu'on a surnommées les lois Jim Crow. Si on ne peut pas interdire la citoyenneté et le vote en tant que tel, comment on peut empêcher, par des législations spécifiques, les Noirs de voter ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la violence n'est qu'un moyen d'empêcher les Noirs d'accéder à leurs droits et en particulier le droit de vote. Donc se met en place un certain nombre de stratagèmes paralégaux dans les États du Sud notamment, qui permettent
à court terme, de priver l'ensemble quasiment du corps électoral noir de l'accès au droit de vote. Alors ce qu'il faut dire d'abord, me semble-t-il, c'est que le 15e amendement qui garantit le droit de vote des Noirs est rédigé d'une façon négative en fait. Il interdit de priver les personnes, donc les citoyens américains, de leur droit de vote en raison de leur race, de leurs conditions de servitude passées, etc., etc. Mais cette formulation négative ouvre en fait la possibilité pour les législatures du Sud de contourner l'amendement. Parce que si on ne peut pas interdire aux personnes de voter en raison de leur race, peut-être qu'on peut le faire en raison d'autre chose. Et là, il faut bien reconnaître que les suprémacistes blancs se sont révélés assez ingénieux pour détruire la démocratie raciale mise en place au lendemain de la guerre de sécession, en utilisant beaucoup de stratagèmes. Le stratagème le plus massif et le plus efficace, c'est d'imposer des taxes électorales, des impôts électoraux. C'est-à-dire qu'on oblige les électeurs, blancs et noirs, à payer une taxe, 1 ou 2 dollars chaque année pour pouvoir avoir le droit de voter. Étant donné que les Noirs américains sont très majoritairement pauvres, c'est-à-dire qu'ils sortent de la guerre de sécession sans capital, sans terre, ils sont pour la plupart incapables de payer cette taxe qui est de fait exorbitante. À noter que ce genre de stratagème prive du droit de vote un certain nombre de personnes blanches pauvres également. Avec une nuance, et là, c'est là où on voit cette ingéniosité dont vous parlez, c'est que certains États, justement, pour ne pas mettre en péril leur électorat blanc, mettent en place ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que si on peut prouver que son grand-père a été électeur dans le passé, on peut être exempté de cette taxe. Alors évidemment, les grands-pères des anciens esclaves n'étaient pas électeurs, ils n'étaient même pas considérés comme des personnes. Donc cette clause du grand-père qui finit en 1915 par être déclarée inconstitutionnelle, mais pendant une bonne vingtaine d'années, elle va permettre finalement d'exclure les Noirs du vote tout en semblant respecter la Constitution. Absolument, ça c'est un enjeu important, c'est-à-dire qu'il faut arriver à exclure les Noirs du vote tout en s'attachant la loyauté des Blancs les plus pauvres de la région qui, à cause en fait de ce système électoral inégal, de cette domination des anciens planteurs sur la vie économique et politique, eh bien, sont en fait condamnés à une vie de pauvreté qui, en théorie, devrait les faire s'allier avec les minorités noires de ces États. Et la clause du grand-père, très célèbre, est effectivement un moyen de réintégrer une partie de l'électorat blanc dans cette coalition blanche, suprémaciste blanche, dirigée contre les Noirs américains de ces États. Il y a d'autres stratagèmes mis en place, par exemple les tests d'alphabétisation. On peut demander, par exemple, aux électeurs d'être capables de lire la Constitution de l'État, voire de répondre à des questions assez complexes de théorie constitutionnelle pour se voir le droit d'être inscrit sur les listes électorales. Il y a une scène qui me revient à l'esprit dans le film Selma, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où on voit concrètement ce que ça veut dire d'avoir à répondre à ces questions extrêmement techniques pour pouvoir avoir le droit d'exercer bien simplement son droit de citoyen. Et ce genre de stratagème, donc les taxes électorales, les tests d'alphabétisation par exemple, demeurent en place de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1950-1960. C'est-à-dire pendant un siècle presque, vous avez l'utilisation de stratagèmes plus ou moins légaux. Ils sont légaux au vu de la législation d'État, mais au regard de la Constitution, on peut les critiquer. Alors justement, j'allais vous demander, que fait la Cour suprême ? Puisque manifestement, ça vise à détourner le sens de ces amendements, on pourrait s'attendre à ce que les juges de la Cour suprême invalident massivement toutes ces lois Jim Crow. C'est pas tout à fait le cas. Non, ce n'est pas tout à fait le cas, et on peut même dire que de la période de la reconstruction aux années d'après la Seconde Guerre mondiale, la Cour suprême des États-Unis sur les questions raciales est plutôt une force de la réaction.
faut bien dire ce qui est. Probablement, sa décision la plus célèbre, ou la plus tristement célèbre, est la décision de 1896, qui légalise la ségrégation raciale, reconnaissant que la ségrégation raciale dans les trains de Louisiane, encore cet État, l'État de Louisiane, la ségrégation raciale dans les trains de Louisiane ne contrevient pas à la Constitution des États-Unis. Si c'est vrai des trains en Louisiane, c'est vrai des trains partout. Et si c'est vrai des trains, c'est probablement vrai de tous les espaces publics de la vie américaine, car comme vous l'avez rappelé au début de cet entretien, la décision de la Cour suprême est censée s'appliquer à l'ensemble de la vie publique américaine. Et donc, de fait, la Cour suprême des États-Unis est plutôt une force de la réaction raciale, voire de la réaction raciste dans ces années. Elle valide également, quelques années plus tard, en 1898, le fait que l'État du Mississippi a modifié sa constitution justement pour y introduire un certain nombre de stratagèmes évinçant les Noirs du droit de vote dans l'État. Et donc la Cour suprême reconnaît implicitement que l'ensemble des manœuvres mises en place par le Sud à la fin du XIXe siècle sont en fait constitutionnelles. Si la clause du grand-père, par exemple, en 1915 est abandonnée, c'est grâce à la mobilisation des Noirs américains et en particulier de la NAACP, cette fameuse association de défense des droits civiques, notamment dirigée par quelqu'un comme W.E.B. Du Bois, qui parvient donc à peser sur le jeu électoral en invalidant cette clause du grand-père. Alors, évidemment, on ne peut pas refaire toute l'histoire du mouvement des droits civiques qui aboutit à transformer et à renverser ces dispositions. Il faut quand même, parce que c'est le cœur de la décision récente, s'arrêter sur 1965 et sur ce Voting Rights Act, qui donc est un aboutissement d'un certain nombre de luttes et un aboutissement, pour le coup, assumé par ceux qui sont devenus... Alors, c'est avec beaucoup de nuances, les champions des droits civiques, en tout cas, qui ont compris que c'était le sens de l'histoire, ce sont les démocrates. Les républicains, à l'échelle nationale, n'ont pas continué à assumer ce rôle qu'ils avaient dans la reconstruction. Les démocrates, c'est le cas, même si au Sud, les démocrates, eux, restent très hostiles et très ségrégationnistes. Mais un président démocrate, Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy, signe le Voting Rights Act. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le VRA, dans le Voting Rights Act, et pourquoi c'est une date qui, jusqu'à il y a quelques semaines, était majeure? C'est une date majeure, 1965, le passage, donc, comme vous le dites, du Voting Rights Act, signé par Lyndon Johnson, qui est en fait l'aboutissement, le couronnement, on pourrait même dire, des mobilisations noires, mais plus largement des mobilisations antiracistes du mouvement pour les droits civiques. Ce qui est intéressant notamment, c'est que le Voting Rights Act a un sous-titre, et ce sous-titre est, alors je ne me souviens plus exactement comment c'est formulé, mais il a pour objectif de venir défendre, de venir garantir le 15e amendement. Donc il y a une référence directe au 15e amendement. Donc c'est très intéressant. Oui, c'est an act to enforce the 15th Amendment to the United States Constitution and for other purposes. Exactement. Donc c'est très intéressant. À peu près un siècle de distance, on a le Voting Rights Act qui a pour objectif de faire respecter enfin ce qui avait été décidé pendant la période de la reconstruction. Et il y a plusieurs parties dans cette loi, en particulier l'idée selon laquelle les stratagèmes, les procédures, tout ce qui est manœuvres paralégales utilisées par les États du Sud pour priver les Noirs de leur droit de vote sont interdits, mais également sont interdits les procédures visant à diluer leur vote. Et c'est aussi là-dessus que se joue la décision Calais. Par ailleurs, est décidé que, avant toute modification de leur législation électorale, les États, les comtés, notamment du Sud, mais pas simplement du Sud, mais notamment du Sud, qui ont une histoire de discrimination raciale devant le vote, doivent obtenir une autorisation de l'État fédéral avant de faire entrer leur législation en vigueur. C'est quelque chose qui, effectivement, a posé énormément de problèmes aux États du Sud, considérant que leur souveraineté, que leurs droits étaient
menacés par cette décision. Et c'est quelque chose sur laquelle ces États se sont battus pied à pied jusque récemment, en fait, jusqu'aux années 2010. On pourra peut-être y revenir. Et la dernière chose importante, me semble-t-il, dans le Voting Rights Act, c'est que l'État fédéral autorise et même soutient l'inscription des personnes noires, notamment dans le Sud, sur les listes électorales. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État fédéral prend une part active dans le travail d'abolition de la discrimination raciale devant le droit de vote. C'est un engagement très fort de l'État fédéral qui avait été déjà marqué l'année précédente, en 1964, avec le Civil Rights Act, qui abolit la discrimination raciale dans la vie publique et sociale aux États-Unis. Donc on a là un engagement de l'État fédéral extrêmement important en faveur de l'égalité raciale, et j'y insiste parce que si on regarde la situation, ce contexte politique du milieu des années 1960 et le contexte politique actuel, le milieu des années 2020, le chiasme, pour ne pas dire la rupture entre ces deux moments, est à la fois évidente et extrêmement inquiétante de mon point de vue. Inquiétante, mais pas inexplicable, parce que justement, ce qui est très frappant, c'est que ce Voting Rights Act, un certain nombre de gens au Sud le vivent comme une seconde défaite. C'est-à-dire qu'un siècle après 1965, on leur dit, non, en fait, vous avez vraiment perdu. Et vous allez vraiment devoir céder une part du pouvoir. Et du coup, on a des gens qui de nouveau s'organisent, mais plus seulement sous les formes classiques, culturelles ou violentes qu'on a expliquées, même si ça disparaît pas, mais qui vont chercher des nouvelles formes politiques. Et en particulier, je pense à toute la manière dont se reconfigure la politique électorale américaine autour de la stratégie sudiste, et avec notamment des républicains qui comprennent que ce mécontentement, ce ressentiment racial, ce sentiment d'avoir été trahi, etc., qu'ont un certain nombre de Blancs du Sud, on peut capitaliser électoralement dessus, sans forcément faire une grande cause de l'afficher, parce que c'est pas forcément très populaire, et à l'époque, on va dire qu'il y a quand même, c'est pas une hégémonie culturelle, mais disons que c'est plus compliqué de s'affirmer raciste, ou c'est très, ça discrédite à l'échelle nationale quand même de s'affirmer raciste, mais on va commencer à faire un certain nombre d'appels du pied à ces électeurs racistes du Sud, en disant, votez pour moi, et on essaiera de faire ce qu'on peut pour démanteler ça. Et finalement, le premier à inaugurer ça, c'est Nixon, mais par la suite, Nixon et Reagan vont finalement jouer à plein de cette stratégie sudiste et faire du coup le plein des voix républicaines au Sud, alors que c'était historiquement pas du tout le parti dominant. Absolument. Vous avez raison de noter le fait que le mouvement pour les droits civiques a pour conséquence notamment de bannir de l'espace public les discours ouvertement racistes. On peut noter pour l'instant, voilà. On peut noter entre parenthèses qu'ils sont revenus en force depuis quelques années dans le discours et le débat public aux États-Unis, mais en tout cas, dans les années 1960, 70, 80, il n'est plus question d'utiliser le N-word, par exemple, que ce soit dans un discours politique ou dans un prêche ou même dans une conversation publique. Donc, les conservateurs, les suprémacistes blancs, notamment au Sud, ont recours à d'autres formes de stigmatisation raciale pour essayer de consolider leur base électorale, ce qu'on appelle par exemple le dog whistle politics, c'est-à-dire le recours à des allusions aux questions raciales sans parler de race. Dog whistle, c'est-à-dire le sifflet ou le sifflement qui ne peut être entendu que par l'oreille des chiens, par exemple, consiste en quoi ? Eh bien, par exemple, dans un discours politique dans les années, par exemple, 1980, puisque vous parliez de Ronald Reagan, critiquer le big government, critiquer les impôts trop lourds à payer. Trop lourds à payer pour le bien des welfare queens. Exactement. Ces reines de l'aide sociale qui sont donc implicitement noires, mais on ne le dit pas. On dit ce sont les reines de l'aide sociale, et tout le monde comprend qu'on parle des femmes noires des milieux populaires urbains. Cette façon donc de parler de la race sans discours raciste explicite est une façon de rassembler l'électorat désormais républicain autour d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs tout à fait traditionnelles dans le camp conservateur aux États-Unis, c'est-à-dire l'opposition
au big government, c'est-à-dire au welfare state, l'opposition aux droits des minorités, l'opposition à tout ce qui concerne les services publics au sens large, etc. Et ça a porté Ronald Reagan au pouvoir, donc 2 fois dans les années 80, et c'est également aujourd'hui ce qui est à la base en fait de l'écho rencontré par les discours d'un Donald Trump depuis la fin des années 2010. Mais est-ce qu'on peut comprendre justement le phénomène Trump et MAGA sans prendre en compte cet élément qui avait tellement surpris et qui a été là aussi sans doute vu comme insupportable pour un certain nombre d'électeurs blancs sudistes, c'est cette élection de Barack Obama. Et il faut se rappeler que la carrière politique de Donald Trump, elle commence par la contestation de la citoyenneté de Barack Obama, puisqu'il a mené la campagne complotiste consistant à dire qu'il n'était pas un citoyen parce qu'il était né au Kenya, etc. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas finalement une fusion entre le style politique propre de Trump et puis cette longue histoire d'un ressentiment racial qui n'a qu'explosé encore avec l'élection d'un président noir? Moi, je suis d'accord et je dirais que, enfin, en tout cas de mon point de vue, ce à quoi on assiste aujourd'hui est né au moment des 2 mandats de Barack Obama. L'élection du premier président noir aux États-Unis en 2008 a provoqué en fait une onde de choc un peu comparable en fait à ce qui s'était passé pendant la période de reconstruction, une forme de dystopie si vous voulez, pour les suprémacistes blancs, notamment au sud du pays, l'idée selon laquelle désormais le gouvernement sera aux mains des Noirs, ce sera la domination noire, entre guillemets, qui gouvernera les vies blanches, et c'est pour une large part de l'électorat américain quelque chose de tout à fait inacceptable. Et c'est inacceptable en particulier pour Donald Trump, qui, comme vous le rappelez, s'est fait connaître politiquement en attaquant Barack Obama sur sa nationalité, sur sa citoyenneté, c'est-à-dire sur sa légitimité en tant que président, parce qu'aux États-Unis ne peut devenir président qu'une personne née sur le territoire américain. Et l'idée selon laquelle Barack Obama, avec un père kényan, ayant passé une partie de son enfance en Indonésie, ne serait pas tout à fait américain, et en tout cas clairement pas légitime pour occuper la Maison-Blanche, a été le fonds de commerce de Donald Trump au début des années 2010. Il est élu président des États-Unis en 2016, un peu à la stupéfaction générale et peut-être aussi un peu à la sienne. Il n'était pas donné vainqueur, mais clairement, ce discours de ressentiment racial contre le premier président noir américain a joué à plein pour une large part de l'électorat aux États-Unis et pas simplement dans l'ancien Sud confédéré. En particulier dans le Sud, mais pas simplement. Et en fait, cette rhétorique de ressentiment racial n'a fait qu'être accentuée par Donald Trump et ses soutiens depuis 10 ans, en fait. Et on a aujourd'hui des discours qui sont très clairement fascisants, qui utilisent une rhétorique raciste totalement décomplexée dans l'espace public, qui sont en fait des insultes à répétition à l'égard des minorités raciales du pays et du monde en fait. Les insultes de Donald Trump ne visent pas simplement les personnes noires, et en particulier les femmes noires aux États-Unis, mais un certain nombre de pays à travers le monde. Donc de ce point de vue, vous avez absolument raison. La première victoire de Barack Obama en 2008, puis sa seconde victoire, ont sonné comme un coup de semonce pour les républicains, étant donné que Barack Obama a dû sa victoire à une coalition électorale extrêmement puissante, rassemblant une minorité du vote blanc, mais une partie du vote blanc assez solide, et quasiment l'ensemble des minorités et des jeunes du pays. Et du point de vue républicain, cette élection ou ces élections de Barack Obama constituaient des menaces dans la mesure où l'évolution démographique du pays est défavorable à un parti comme le Parti républicain qui fonde son allégeance sur l'identification raciale blanche. Et c'est la raison pour laquelle on a, depuis l'élection de Barack Obama, un certain nombre de décisions de la Cour suprême, dont la décision dans Calais en 2026 et le dernier Avatar, un certain nombre de décisions de la Cour suprême qui visent à faciliter la modification des procédures électorales, notamment dans les États du Sud, afin de conserver, tant que faire se peut, une majorité électorale au Parti républicain.
Et pour boucler la boucle, il faut rappeler aussi que un des premiers ordres exécutifs du président Trump au moment de sa réélection, ça a été de remettre en cause le droit du sol, donc le fondement du 14e amendement dont vous avez parlé tout à l'heure, consistant à dire que l'État fédéral n'allait plus le reconnaître, ce qui semble totalement inconstitutionnel, mais la Cour suprême n'a pas encore tranché, et on voit qu'il y a une cohérence à cette idée qu'on va démanteler plus d'un siècle d'héritage juridique patiemment construit pour démocratiser une société multiraciale et composite, celle des États-Unis. Bien là, on voit que c'est un assaut généralisé contre ça, évidemment, je pense qu'il doit préoccuper tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à ça. Merci beaucoup Nicolas Martin-Breteau. Évidemment, on peut vous lire sur ces enjeux, comme je dis, on mettra des références. On peut lire aussi des historiens des États-Unis qui se mobilisent. Et notamment, c'est intéressant de voir qu'il y a des historiens et historiennes qui se sont portés, alors c'est pas tout à fait partie civile le terme, mais qui ont proposé un amicus brief, autrement dit, qui ont proposé un document se joignant à la procédure devant la Cour suprême. Et donc, des historiens et des historiennes entrent aussi sur ce débat légal juridique sans forcément réussir. Mais c'est-à-dire que la profession ne reste pas passive, ça je pense qu'on peut le souligner. Vos collègues états-uniens joignent l'acte à la plume en quelque sorte. Est-ce que d'ailleurs on pourrait donner peut-être quelques exemples de ces collègues et de leur mobilisation intellectuelle ou juridique ou associative parce que moi je pense à quelqu'un comme Eric Foner qui a été très important pour l'histoire de la reconstruction. Il y a beaucoup de gens évidemment qui travaillent sur ces questions, mais est-ce qu'on peut peut-être dire un mot du paysage académique face à ça ? Oui, c'est un paysage qui est extrêmement inquiet en fait par l'évolution de la société américaine depuis 15 ou 20 ans. Pour ce qui concerne la profession historienne aux États-Unis, nos collègues sont extrêmement actifs. Je pense notamment à l'American Historical Association qui prend position très clairement contre ce qu'elle considère comme des décisions extrêmement problématiques de l'administration Trump. On en a parlé pendant le podcast à propos notamment de ce négationnisme, une forme de négationnisme de la place de l'inégalité raciale et de l'esclavage dans l'histoire des États-Unis, et qui prend la parole extrêmement souvent, malheureusement en fait, ces dernières années pour essayer de recadrer des vérités minimales sur l'histoire des États-Unis. Individuellement, on a beaucoup de collègues qui se mobilisent, soit en ayant créé des podcasts, soit en écrivant des tribunes, soit même en écrivant des livres entiers à destination du grand public pour alerter sur les dangers de cette dérive de plus en plus sensible en fait de l'administration américaine sur ces questions. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Alors ça peut être sur ces enjeux ou sur d'autres choses peut-être un peu moins sombres. Eh bien, parmi les livres qui pourraient être intéressants pour comprendre la situation raciale aux États-Unis sur la longue durée, j'aurais tendance à peut-être conseiller la lecture de l'autobiographie de Richard Wright, Black Boy, publié donc aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, qui raconte son enfance dans le sud des États-Unis et qui est une vision cauchemardesque en fait de ce qui a été son enfance dans cette région des États-Unis et qui m'a beaucoup frappé la première fois où je l'ai lu. Merci beaucoup, on mettra les références en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez commenter le podcast, vous abonner, le noter sur les outils de Spotify et d'iTunes en particulier, ce qui permet à plus de gens de trouver l'émission. Merci, à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.